et sur la société. Alors, pas question ici d'ouvrir un débat théologique ou philosophique sur la nature humaine, mais il n'en reste pas moins que la haine est quelque chose de profondément mystérieux. Pourquoi un individu va-t-il se laisser envahir par la haine? Pourquoi une personne va-t-elle être plus perméable que sa voisine à certains discours de haine? Et qu'est-ce que ces discours viennent toucher chez les individus pour qu'ils les reprennent à leur compte et qu'ils les diffusent? Et finalement, eh bien, que se passe-t-il quand ces individus sont rejoints par des milliers d'autres pour finalement former une foule qui entonne le même refrain haineux? Donc il s'agit donc ici de s'intéresser à la fois à la psychologie des individus, mais également à celle des foules. Et c'est cette réflexion que vous allez nous aider à mener, Didier Leroux. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, auteur de plusieurs ouvrages. Il y en a un qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, puisqu'il s'intitule « De la haine de soi à la haine de l'autre ». Et si je ne me trompe pas, c'est paru chez Albin Michel en 2015. Merci beaucoup d'être avec nous. Une fois ces discours adoptés, donc on verra avec vous comment on en vient à être envahi par ces discours, une fois ces discours adoptés, repris, diffusés, eh bien, ils peuvent avoir des conséquences dévastatrices à l'échelle d'une société. Et Abdelkader nous l'a rappelé tout à l'heure, parce que l'histoire, qu'elle soit lointaine ou très proche, nous enseigne que ces discours peuvent conduire au pire, peuvent conduire au crime. Et c'est le sens du témoignage et de l'expérience que va partager avec nous le général Jean-Philippe Reylan. Bonjour. Vous dirigez l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, un office qui a été créé en 2013. Et sa mission, que vous préciserez sans doute mieux que moi, c'est finalement de traquer les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes de haine. Et parmi tous les dossiers que vous avez à traiter, le plus ancien porte sur des faits commis en 1943 et les plus récents concernent eh bien, la guerre d'Ukraine. Alors si ces discours ne trouvaient pas de canaux de diffusion, eh bien, nous ne serions sans doute pas là pour en parler ce matin. Donc, comprendre les mécanismes de production et de diffusion des discours de haine, eh bien, ça ne peut pas se faire, ou en tout cas plus se faire, sans s'intéresser aux réseaux sociaux, qui sont devenus le canal privilégié d'expression de ces propos haineux. Donc en quoi et pourquoi les réseaux sociaux favorisent-ils les discours de haine? Comment peut-on agir sur la visibilité donnée en ligne à ces propos? Et comment fonctionnent les politiques de modération de ces contenus? Et quelles sont les limites aussi de ces politiques? C'est sur ces problématiques que vous allez nous apporter votre éclairage, Leïla Merck. Vous êtes déléguée générale de la Fédération francophone du futur, chercheuse également, vous travaillez sur la circulation de l'information et votre expertise porte en particulier sur la modération des contenus en ligne. Merci beaucoup à tous les trois d'être là ce matin et je vous propose donc à présent de laisser la parole à chacun et chacune de vous trois pour une quinzaine de minutes. Alors j'ai prévenu les intervenants que je vais être très rigoureuse en termes de timing pour qu'ensuite nous puissions avoir un vrai temps d'échange avec, éventuellement entre vous, je l'espère si on a le temps, et surtout avec la salle. Donc je vous cède la parole, Didier Leroux, pour apporter votre éclairage en tant que psychanalyste sur la manière dont la haine peut trouver ancrage chez les individus et la manière dont la psychanalyse peut s'en saisir. La parole est à vous. Merci de m'avoir invité. Je vais avoir un discours un peu décalé par rapport à ce qui s'est dit ce matin et ce qui se dira sans doute après, mais ça va être surtout... Ouais, c'est prêt. Alors le micro, il n'est pas assez près. Vous m'avez dit que c'était bien. Non, ça fait rien. Ça va bien. Ah, c'est bien là comme ça. C'est bien, impeccable. Je dis ça, non, ça va aller, On va voir comment se débrouiller.
hein, sur votre c'est parole. Là, ça ne me sera pas compté, ça. Bon, oui, donc je vais vous parler plutôt de choses à l'échelon individuel et des racines et de la naissance et du développement de la haine en soi, hein, que chacun porte en soi. C'est peut-être un scoop pour vous, mais tout le monde apporte un certain nombre de charges de haine, ne serait-ce que structurelles, parce que quand on est petit, bébé, ça commence par la haine. Mais voilà. Alors, au fondement de la psyché humaine, c'est-à-dire antérieur à l'amour, ça c'est un scoop pour vous peut-être, hein, car il y a de la haine qui est aux prémices du psychisme. Alors, tout ce qui est au début extérieur à soi, hein, pour le bébé, hein, j'entends, est vécu comme menaçant, persécutant, donc potentiellement haïssable, et parfois réellement haïssable. Et c'est Freud qui suppose cela dans les racines du psychisme. Alors, ensuite, bien sûr, il y a l'amour qui prend place avec les parents, avec l'attachement progressif, avec les soins, avec tout ce que les parents lui apportent, hein, heureusement. Et cette notion, elle avait été déjà abordée bien avant Freud, puisque je vais vous parler d'un philosophe présocratique qui s'appelle Empédocle, hein, qui au 5e siècle avant Jésus-Christ avait déjà dit que finalement la haine et l'amour c'était les deux médailles, les deux faces d'une médaille. Hein, vous voyez, c'est le retournement de l'amour en haine et de la haine en amour. Alors, il développe une théorie qui suppose que ces principes règnent cycliquement sur l'univers, l'amour et la haine, et que ces principes engendrent quatre éléments qui sont dont est composée toute chose matérielle, qui est l'eau, la terre, l'air et le feu. Ça, vous connaissez aussi. Alors, face à l'événement scandaleux de cette haine première avant l'amour, de nombreux courants de pensée, dont certains religieux, alors c'est pas une provocation, hein, c'est parce que c'est le travail que j'ai fait autour de ça, et qui m'a fait interpréter ça comme ça, dont les religions ont tenté de le dissimuler ou de le minimiser en prenant effectivement l'amour du prochain, la fraternité. J'ai rien contre hein, non plus, hein, bien sûr, mais je vous dis ce qu'il en est. C'est prudent dans mes propos. C'est pas diffamatoire ou discriminatoire. Je sais plus. Est-ce que c'est un discours de haine? Voilà, c'est pas haineux. Voilà. Alors, loin du commandement biblique d'aimer l'autre comme soi-même, l'actualité finalement dont on parle et dont on a parlé ce matin et qu'on suit tous les jours, montrerait que finalement ça serait peut-être quelque chose qui serait autre, hein, que je propose de retourner, de tordre de cette façon-là, c'est haïr l'autre comme soi-même. C'est des perspectives. Hein. Mais je pense que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça fait appel à ce que chacun, on a un fond haineux en nous, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, qu'on ne veuille pas en entendre parler, au contraire qu'on essaie de le développer, tout dépend, mais quand même, il y aurait quelque chose de cet ordre-là. Hein, et que finalement la haine et l'amour, ça brouille les frontières un peu poreuses de l'identité, surtout de l'altérité. Hein, c'est-à-dire, l'altérité, c'est comment on se représente l'autre, comment on est en relation avec l'autre, hein, et par quel mécanisme, conscient et inconscient, on a des relations avec les autres. Et quel est ce moi qu'on a tous en nous, qui est porté, qui est prêt à haïr l'autre assez rapidement. Et qu'est-ce que c'est que cet autre qui, dans un retournement, paraît finalement aussi haïssable qu'une part de soi-même. On a tous une haine fondamentale de soi, c'est curieux de dire ça aussi, hein, mais c'est une réalité psychique, on va dire, qui fait que cette haine de soi, on peut la retourner contre l'autre, et on peut la projeter sur l'autre. C'est une interprétation qui pourrait rendre compte de pas mal de phénomènes qu'on peut observer, là, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau plus global, comme on vient de l'évoquer ce matin. Alors, après avoir évoqué la réunion de l'amour et des pulsions de vie, Freud a théorisé, finalement, que l'éros, hein, cette tendance, c'est une tendance toujours à plus d'unification, c'est une tendance à l'union, la réunion et à l'amour. Mais à l'opposé, il a élaboré ça un peu plus tard, il a évoqué la pulsion de mort, hein, pulsion de vie, pulsion de mort, vous avez dû entendre parler de ça. En général, on fait ça en terminale, en philo, 2 secondes sur Freud.
Alors, à l'opposé, donc, la pulsion de mort, elle est séparatrice, elle est destructrice, elle se manifeste de manière indirecte, mais ce qui n'interdit pas de la repérer, comme on essaie de le faire, dans ces journées, mais aussi ailleurs. Mais ça peut être aussi, par exemple, des manifestations d'auto-agressivité, une négligence de soi, une carence de soins, par exemple, voire des conduites à risque mettant en jeu l'intégrité de chaque sujet. On voit des adolescents qui ont des conduites à risque et ce qui se mettent en danger, et éventuellement en danger de mourir, pour sa santé corporelle ou psychique. Alors, le caractère érotique de la haine. Oui, ça aussi c'est bizarre, hein, le caractère érotique de la haine, je viens de dire ça, hein, je n'ai pas dit autre chose. Hein. C'est ce retournement qui est fréquent dans la vie amoureuse, qui fait que la pulsion peut se retourner en son contraire, c'est-à-dire que de l'amour, on peut passer à la haine. Hein. Et Freud ajoute une remarque d'une rare pertinence, alors là je cite mon grand Sigmund, hein, quand la relation d'amour à un objet déterminé est rompue, il n'est pas rare que la haine la remplace. Nous avons alors l'impression de voir l'amour se transformer en haine. Alors l'exemple le plus facile à comprendre, et vous l'avez tous soit vécu, soit vu chez les autres, on va dire chez les autres comme ça, hein. C'est-à-dire quand on aime beaucoup quelqu'un, hein, dans un couple, dans une amitié, dans une relation comme ça, qu'elle soit plus ou moins intense, il arrive effectivement qu'au bout d'un moment, la relation, disons, d'amour, entre guillemets, s'arrête pour faire la place à quoi? On voit ça surtout chez les couples qui se séparent, à de la violence, à de la haine, à de la dissension. Il y a vraiment autant, moi je dis toujours, autant ils se sont aimés, autant ils vont se déchirer, quoi. Mais en même temps, c'est plus subtil que ça, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils s'aiment plus, c'est que dans la haine, ils ont trouvé le moyen d'entretenir un lien affectif qui va durer. Parce que l'amour, comme dirait l'autre, c'est les chanteurs, là, ces histoires d'amour finissent mal. En général. En général. Bon. Mais l'amour, la haine, contrairement à ça, la haine, ça dure, et ça peut durer toute une vie. Alors moi, le plus bel exemple que je trouve, c'est, pour ceux qui ont lu Simenon, c'est un bouquin, et pour ceux qui ont vu le film, c'est Le Chat, avec Gabin et Simone Signoret, et c'est un couple qui se hait, mais ils ne se parlent plus, ils s'envoient des petits papiers sur la table pour essayer de se parler. Il y en a un qui sort, l'autre le suit, mais juste pour voir si l'autre va mourir. C'est odieux, mais c'est très très bien vu. Voilà. Bon. Donc, passage de l'amour à la haine. Alors, oui, l'intérêt, c'était donc de montrer le caractère érotique de la haine. C'est-à-dire que même dans la haine, il y a un érotisme quand même. Alors, la haine de l'autre n'est pas uniquement négative, mais tel Janus, elle présente deux visages différents. Alors l'un est tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. Alors si la haine permet au sujet de se différencier et de s'affirmer dans sa singularité, dans une apparition plus tardive, elle révèle au contraire sa destructivité ravageuse qui vise l'annihilation de l'autre, hein, et sa disparition, sa mort. Alors, le premier aspect fait partie intégrante de la construction du sujet, où il y a une sorte de haine structurelle nécessaire qu'on a tous en nous. Le second, au contraire, recèle des ferments négatifs, porteurs de violence et de haine et de meurtre. Mais ce n'est pas précisément ce type de haine que les observateurs de monde contemporain, par la voix des sociologues, philosophes, anthropologues, etc., s'alarment de voir déferler et voire d'augmenter, bien sûr. Alors là, moi j'ai des doutes personnellement sur le fait que les mondes qui nous ont précédés étaient moins haineux que le nôtre. Je ne suis pas sûr. Il y a des moyens, des canaux dont on va parler au niveau de diffuser la haine via les réseaux sociaux, via Internet, etc. Ça, c'est une question, c'est une réalité. Mais je ne suis pas sûr que les mondes d'avant étaient moins haineux. Hein. Quand on voit toutes les guerres qu'il y a eu depuis que l'humanité existe, et on imagine que même quand on a été au niveau d'une organisation tribale de nos sociétés, ça devait être aussi pas mal haineux aussi. Voilà. Alors, moi, en tant que psychanalyste, en même temps, je peux par contre constater au niveau individuel que l'inflation de la haine qui embolise le discours des analysants que je reçois et qui s'accompagne de certaines pathologies récentes, plus récentes, on va dire, qui sont caractérisées par une haine qui ne s'en tient pas seulement au discours, mais se traduit d'emblée par des actes. Alors, il y en a deux. Il y a
il y a par exemple la dépression, dans le sens, là tout le monde s'accorde à dire que la dépression augmente, et en plus avec les confinements, etc. Mais c'est une façon de ne pas s'aimer, hein, voire qui peut aller jusqu'à la haine de soi, qu'on peut voir dans les mises en danger, voire dans les tentatives de suicide. C'est une haine de soi. Et puis, il y a, par exemple, une haine du corps au travers de formes d'anorexie, où il y a tout ce qu'on appelle les états limites, où il y a aussi beaucoup de haine projetée sur son corps ou sur son psychisme. Alors, il y a un mécanisme de projection qui est bien connu, cette part obscure est inacceptable, puis chacun porte en soi, où il est plus simple, ou je dirais plus économique, de l'attribuer à l'autre. Hein, c'est plus facile de dire, non, c'est l'autre qui est comme ça, moi je ne suis pas du tout comme ça, bien sûr, n'imaginez pas. Vous voyez, enfin, mais c'est tellement facile, mais ça fait partie aussi d'un mécanisme psychique qu'on porte tous en nous. Alors, il y a, par contre, de temps en temps, on rencontre dans la pratique, c'est plus rare, mais elle existe aussi dans le monde, hein, c'est sous une forme assez exacerbée d'une volonté de détruire l'autre et de faire du mal à l'autre, c'est ce qu'on appelle la paranoïa. Et les gens qui ont une structure paranoïaque sont des gens qui sont très malades, très difficiles à soigner, et des gens qui font beaucoup de mal aux autres. Et en général, je pense que tous les dictateurs de la planète sont tous paranoïaques. C'est pas un scoop. Hein. Non, là, ça va. Ouais. Bon, mais paranoïaque grave, c'est-à-dire que eux, peu importe ce qui compte, c'est leur projet, c'est leurs idées, ils ne peuvent pas se remettre en question. Dès qu'on les remet en question, alors à ce moment-là, ils déchaînent de l'agressivité, ils peuvent être très dangereux. Regardez tous les dictateurs, le nombre de millions de personnes qu'ils ont tuées. De toute façon de le dire. Hein. Mais pour en revenir à l'individuel, hein, c'est donc, c'est pas moi qui le hais, c'est l'autre qui me hait. Et cette expression ordinaire de la haine se rencontre donc dans la pratique analytique, mais aussi un peu partout. Alors, comment entendre la détresse humaine et singulière à l'œuvre dans l'abrasement et le refus des différences. Hein. Il a été question d'une citation qui a été citée sur Barthes, là, ce matin en tout début. Et c'est vrai, c'était à propos de la nuance, je crois. On perd dans la nuance. Et c'est vrai que, finalement, je trouve que dans les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres, ou qu'on peut observer, il n'y a plus de nuance. C'est tout de suite, on n'est pas d'accord, et on commence à s'engueuler, voire à limite de se taper dessus. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que les Romains de l'époque appelaient la disputatio. Hein. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire se disputer, ça veut dire échanger. Ça veut dire, on n'est pas d'accord, on va parler, et on va essayer de voir ce qu'on peut faire, et avancer l'un et l'autre vers l'autre, voir s'il y a un accord possible sur un point de vue XY. Alors, le problème, c'est comment on peut, nous, entendre, enfin, nous, en tout cas, ici, la détresse humaine singulière, là-dedans, quoi. Ce refus des différences, ce repli sur soi, des positions narcissiques exacerbées. Moi, je le pense, alors, moi, je le pense. Les autres, je m'en fiche complètement. Si moi, je le pense, c'est que j'ai raison, et les autres, ils n'en ont rien à faire à ce moment-là. Et c'est vraiment ce qui caractérise, là, je trouve, ça s'exacerbe effectivement dans ces histoires d'Internet, là, sur Internet. C'est je le pense, et puis voilà, c'est pas la peine. Et je trouve que c'est un peu un terrorisme. Alors, il y a aussi cette haine. Alors, souvent on dit, oui, les enfants, ils parlent mal. Hein, à l'école, en enseigne, etc. Seulement, les enfants, ils parlent mal, oui, ils parlent mal, mais c'est vrai. Mais pourquoi ils parlent mal? D'où ça leur vient? Ben, ça leur vient de leur environnement. Alors, on va dire, c'est l'école. Non, c'est pas l'école. Non. C'est pourquoi ils font ça à l'école? C'est parce qu'ils ont déjà entendu ça chez eux, ou dans leur entourage, peut-être pas familial, mais familial ou autre. Et il y a ce que j'appelle un manque de respect de l'autre. C'est-à-dire que, avant tout, je crois qu'une façon de pouvoir aider les enfants au niveau individuel comme collectif, c'est leur apprendre le respect de l'autre. On parle beaucoup aussi en ce moment des abus sexuels, de MeToo, etc. Et c'est une bonne chose. Mais je crois que le respect de l'autre, ça s'apprend très tôt, tout petit. On dit, ben non, tu veux taper, tu veux agresser quelqu'un, ben non, tu
tu n'aimerais pas qu'on te le fasse, on ne le fait pas aux autres. On rejoint quand même ce qu'on évoquait sur la fraternité, par exemple, mais ça, c'est vraiment important. Alors, alors, ouais, les conflits, les guerres, les génocides et les autres formes d'expression de la pulsion de mort, moi, ça me rend un peu pessimiste quant à l'avenir de l'humanité. Mais l'avenir de l'humanité, elle a toujours oscillé entre deux parties, hein, entre les pulsions de vie et les pulsions de mort. Il y a, alors, je vais y aller un peu rapide, c'est-à-dire que pour lutter de façon globale contre la haine et contre l'expression de la haine, et ça c'est ça qu'on est là aujourd'hui, entre autres, c'est la parole, l'échange de la parole, dans le cadre d'un respect de l'autre, ce qu'on appelle le respect de la parole de l'autre, de l'opinion de l'autre, et 2, c'est la culture. Tout ce qui fait avancer la culture fait reculer la haine, et fait reculer la guerre, et fait reculer l'émotion négative qu'on peut avoir. Et ça rejoint cette histoire de discernement et de nuance. C'est-à-dire que c'est pas « je suis pas d'accord, non, puis je te parle plus », etc. C'est « je ne suis pas d'accord sur ce point, mais peut-être on pourra en discuter. Je ne suis pas d'accord là-dessus, mais là-dessus on pourrait être d'accord. » C'est toute la différence qui fait qu'il y a des moments où quand on voit des débats de plus en plus à sphère politique, soi-disant culturelle, etc., dans certaines émissions, c'est la foire d'empoigne, quoi. Je me demande pourquoi ils ne se tapent pas dessus en direct, quoi. Ça serait beaucoup plus sympathique. Mais je veux dire, on arrive à des notions de perte des limites, moi, qui me semblent inquiétantes. Hein, et que je crois que de reprendre les choses à la base serait tout à fait intéressant et nous permettrait peut-être un peu d'avancer. Parce que il faudrait quoi? Un sursaut, il faudrait qu'il y ait toutes les actions qui sont faites à un niveau national, international, groupal, etc., que ça puisse avancer, mais on sait bien qu'il y a de la résistance. On sait bien que si on fait des actions pour lutter contre la haine, c'est parce que la haine, elle a un poids, et elle a une dimension énorme qu'on a du mal à contrecarrer. Hein. Alors, moi je dirais que, effectivement, donc, si on peut, avec la psychanalyse, alléger le poids de la haine au niveau individuel, et j'ai oublié tout à l'heure d'en parler, mais au niveau individuel, pour avoir la haine que chacun ressent en soi et qui peut exprimer sur les autres, mais aussi pour tous les gens qui sont victimes de la haine des autres. Parce qu'on oublie souvent de parler de victimes. Hein, et les victimes, c'est quand même très dommageable. Ils ont des fractures psychiques, voire physiques, quand même, qui sont souvent très difficiles à soigner, très difficiles à recouvrer, etc. Comme tous les... je pense au traumatisme de guerre, mais plus simplement être victime d'une agression, qu'elle soit physique, qu'elle soit sexuelle, ça reste un traumatisme grave dont on a souvent du mal à se sortir. Alors, on vit dans un monde aussi où il y a, par exemple, la désinformation, les fausses nouvelles, la projection, on attribue aux autres ces promotions agressives, hein, j'avais déjà évoqué ça. Alors, donc, moi, je prendrais quelque chose, c'est la prise en charge, effectivement, bien sûr, des victimes, mais aussi, et ça c'est une question très délicate parce que j'en ai déjà parlé avec pas mal de collègues, etc., et on n'est pas tous d'accord là-dessus, c'est-à-dire, quelle est la prise en charge de ceux qui sont auteurs de discrimination, de racisme, de haine, de volonté de nuire l'autre, etc. Comment est-ce qu'on peut éventuellement les prendre en charge? Est-ce qu'ils sont, je dirais, soignables? Est-ce qu'ils sont abordables au niveau thérapeutique? J'en sais rien. Hein, si j'en sais un peu, on en discutera, mais c'est très compliqué. Vous invitez à conclure. Ah, dernière page. Non, j'en ai pour 2 minutes. Il y a donc les auteurs, il y a bien sûr un accompagnement, mais il y a aussi des mesures judiciaires à prendre, ça a été évoqué ce matin, etc. Il y a heureusement un cadre législatif qui empêche certains débordements. Hein. Mais c'est pour ça que je parlais aussi d'être accompagné. Hein. Si ça vous intéresse, il faut lire le texte de
Sigmund Freud qui s'appelle Psychologie des foules et analyse du moi, hein, qui est un gros article qu'il a écrit en 21, alors 1921, donc il y a plus de 100 ans, mais surtout que c'était avant la montée du nazisme, avant la Seconde Guerre mondiale, mais au sortir de la Première Guerre mondiale, et où il décrit ce que c'est que la tyrannie, enfin le tyran, le dictateur, etc., c'est d'une finesse absolument incroyable. Et surtout, ce qui est intéressant pour nous, par rapport à ce qui nous occupe, c'est qu'il arrive à définir de façon très précise l'identification de chacun au Führer, au dictateur, et comment, à la fois, la foule, ils s'aiment tous entre eux parce qu'ils ont un même objet d'amour, et comment ils aiment leur objet d'amour qu'est le dictateur, et comment le dictateur dit qu'il les aime tous. Mais tout ça a un prix que vous connaissez, hein, en tout cas pour le nazisme dont je parle, c'est qu'il faut toujours un bouc émissaire. L'histoire de François Girard, l'homme de Girard, mais il n'y a pas que ça. L'homme de Girard, bien avant ça, il y avait aussi le fait que dans toute dictature, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le mauvais, le méchant. Hein. Les programmes qui ont existé depuis le Moyen-Âge contre les Juifs, en Europe, ça montre ça. Et que la haine des Juifs et leur extermination, 6 millions de morts de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale, montrent que c'était mettre en acte et avec une criminalité quand même assez incroyable. Là, Donc, ça fait une belle ouverture. Je me permets de vous interrompre avec le propos du général Reagan qui, justement, va nous éclairer sur les liens entre discours de haine et crimes de haine et le chaînage qui existe entre les deux. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, et notamment pour votre invitation à intervenir ce matin devant vous. Le crime contre l'humanité détruit le droit d'avoir des droits, expliquait Hannah Arendt. Il est donc, ce crime contre l'humanité, aliénant par nature. Les discours de haine peuvent, de prime abord, sembler relativement éloignés du crime contre l'humanité. Pourtant, les propos contenus dans ces discours sont eux aussi aliénants en ce qu'ils atteignent les victimes au plus profond de leur être, de leur identité et donc de leur humanité. Vous avez sans doute vu ce matin qu'il n'existait pas de définition universelle du discours de haine consacré par le droit international. Cela a dû être évoqué. Toutefois, la stratégie et le plan d'action des Nations Unies pour la lutte contre les discours de haine conçoit ces discours comme tout type de communication, orale ou écrite, ou de comportement constituant une atteinte ou utilisant un langage péjoratif ou discriminatoire à l'égard d'une personne ou d'un groupe en raison de leur identité, en d'autres termes, de l'appartenance religieuse, de l'origine ethnique, de la nationalité, de la race, de la couleur, de peau, de l'ascendance, du genre ou d'autres facteurs constitutifs de l'identité. Et là, vous verrez qu'on se rapproche de la définition française d'un certain nombre d'infractions ou de circonstances aggravantes d'infractions. Alors pourquoi ces discours de haine doivent-ils être appréhendés avec beaucoup de sérieux et réprimés justement? Tout simplement parce que, au-delà de la blessure de la victime qui vient d'être évoquée par l'intervenant précédent et du trouble à l'ordre public qui génère ce discours, et ce n'est pas rien, déjà énorme et beaucoup, le danger est quand l'absence de répression soit entendue petit à petit, cette absence de répression soit entendue petit à petit comme une légitimation implicite de ces propos et conduise à un emballement de la violence. Je détaillerai dans quelques minutes ce processus au travers de la description de la pyramide de la haine qui met en lumière comment, à partir de simples, mais les guillemets, préjugés, on peut aboutir à des actes massifs de violence à l'encontre d'une population entière. Bon, il est toutefois indéniable que tout individu tenant un discours haineux ne s'engagera pas dans un processus de violence pouvant aller jusqu'au crime des crimes. Néanmoins, dans un rapport rendu au Premier ministre en 2018 sur la haine en ligne, des chercheurs ont noté une corrélation entre l'exposition à ces discours, au contenu haineux, et le basculement dans un processus de violence, voire de radicalisation. Ça a été aussi évoqué
au cours de la première table ronde. C'est d'ailleurs ce même mécanisme qui a parfois été décrit pour les terroristes, dont le passé de petits délinquants violents a permis souvent d'abaisser les barrières psychologiques du passage à l'acte. Il n'est pas contestable non plus, et ce sera mon deuxième point, que les génocides qui ont marqué l'histoire récente ont été précédés, accompagnés, voire suivis d'une propagande haineuse diffusée massivement, et quelques ressorts vous ont été donnés à l'instant, afin de rendre légitime la violence déployée. Et j'aborderai là dans un second temps les moyens juridiques dont nous disposons aujourd'hui pour tenter d'empêcher cet emballement de violence. Alors les crimes et délits qui correspondent aux différents niveaux de la pyramide que je vais vous présenter relèvent pour la majeure partie de la compétence de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine que je dirige, en ce qu'ils s'inscrivent dans une forme de continuité. C'est cette logique qui vise à concevoir les discours de haine, les crimes de haine, comme un élément matriciel de l'organisation des crimes internationaux les plus graves, qui a conduit l'OCLCH, pardon pour cet acronyme un peu compliqué, à devenir, par le biais d'un décret récent du 21 décembre 2021, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine, en lieu et place de l'appellation précédente, crimes contre l'humanité, génocide et crimes de haine. Depuis le 1er juin 2020, cet office central dispose d'une division dédiée à la lutte contre les crimes de haine. Et la mission de ces enquêteurs est notamment de lutter, de détecter ces discours et agissements afin d'éviter la gradation des violences en réprimant le plus tôt possible ces agissements. Alors, ce travail est loin d'être abouti, puisque selon le ministère de l'Intérieur, 12 500 infractions à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2021. Et il existe malheureusement un chiffre noir, c'est-à-dire une non-déclaration extrêmement importante dans ce domaine, qui fait qu'on est là sur des chiffres qui ne sont pas représentatifs de la réalité malheureusement. Alors la pyramide de la haine que je vais vous décrire maintenant, qui a été diffusée et que vous voyez là, a été utilisée par l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de l'élaboration de son plan d'action contre les discours haineux de septembre 2020, afin de démontrer l'articulation justement entre ces discours et les actes violents pouvant aller jusqu'au génocide. Elle a toutefois, auparavant, cette pyramide était modélisée par une organisation non gouvernementale américaine qui s'appelle l'Anti-Defamation League en 2018, ONG qui a vocation à combattre l'antisémitisme et les discriminations sous toutes leurs formes. Alors, la pyramide, 5 blocs. Le socle, et là, c'est quelque chose d'extrêmement important, est constitué de toute attitude basée sur des préjugés, l'usage de stéréotypes, la peur de la différence, qui peuvent se manifester par exemple par des remarques blessantes et qui justifieraient un certain entre-soi. À ce stade, il n'y a pas de répression possible. Nous sommes à un stade infradélictuel où la prévention et l'éducation sont indispensables. Ça a été évoqué également au cours de la précédente table. Au-dessus de ce socle, les actes basés sur ces préjugés. Il n'est plus seulement question de parole, là, mais d'actions qui prendraient la forme, par exemple, d'intimidation, de micro-agressions, d'insultes et de moqueries, dans le but de déshumaniser la cible. Le troisième étage de la pyramide, lui, est constitué par l'exercice de discrimination, alors qui peuvent intervenir dans le domaine, dans divers champs, économiques d'abord, politiques, d'accès aux services publics, etc. Alors en France, évidemment, ces discriminations, elles sont prévues et réprimées par un article du Code pénal, c'est le 225-2, pardon. On peut réprimer comme ça, par exemple, la volonté de le refus de louer un bien à raison de l'origine du locataire, ou on peut aussi réprimer le refus d'accorder une promotion à raison du genre de celui ou celle qui pourrait en faire l'objet. Ces discriminations, pas en France évidemment, mais dans un certain nombre de cas et dans l'histoire, ont pu prendre une dimension systémique, c'est-à-dire bénéficier notamment du concours des pouvoirs publics pour instaurer une séparation structurelle entre différentes catégories de population
telle ou telle communauté ou tel individu présentant telle ou telle caractéristique. Les actes de violence motivés par des préjugés constituent l'avant-dernière étape ou étage de la pyramide. Il peut s'agir de menaces, d'actes de vandalisme, de profanation, d'incendie criminel, de meurtre, de viol, d'actes de terrorisme. Et évidemment, une partie de ces actes entre dans le champ de compétences de l'Office central, comme les crimes et les délits et les violences, dès lors que ceux-ci revêtent un caractère haineux motivé par l'appartenance à une ethnie, à une nation, à une religion. Ça, c'est l'article 132-76, pardon, qui aggrave toutes les infractions du Code pénal lorsqu'elles sont commises à raison d'un de ces motifs. Et l'article suivant, le 132-77, lui aggrave l'ensemble des infractions de droit commun dès lors que ces infractions sont commises à raison du genre, du sexe ou de l'orientation sexuelle de la victime, qu'elles soient vraies ou supposées. Et il y a évidemment aussi tous les articles, mais je crois que M. Bonal a dû les évoquer, toutes les infractions liées au discours spécifique donc, qui sont prévues par la loi sur la liberté de la presse de 1880. Et puis au sommet de cette pyramide figure le crime des crimes, commis de façon, donc le génocide, qui est un crime commis de façon délibérée et systématique, en exécution d'un plan concerté qui vise à détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique ou religieux ou racial. C'est dans notre code pénal depuis la ratification du statut de Rome. Et évidemment, cette infraction est également traitée par l'Office que je dirige. L'histoire a montré que les discours de haine figuraient évidemment parmi les éléments centraux de légitimation et d'instigation de crimes contre l'humanité de la part des autorités qui l'orchestrent. L'Holocauste, le génocide des Tutsis au Rwanda, le génocide à Srebrenica, présentent la même caractéristique. Des discours haineux ont été proférés à l'encontre de la communauté visée et aucune mesure efficace n'a été prise par les autorités nationales pour les réprimer quand elles n'étaient pas elles-mêmes à l'origine de ces violences. Quels sont donc les moyens dont nous disposons pour empêcher au plus tôt la mise en œuvre de violences sur la base de ces préjugés que j'ai évoqués dans cette première partie? Tout d'abord, il y a un encadrement juridique international qui est celui de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qui date de 1951, ainsi que l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, dans lesquels est indiqué que tout appel à la haine nationale, raciste ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdite par la loi. C'est une grande déclaration de principe, mais on la retrouve dans la Convention qui réprime le crime de génocide, cet appel à la haine. On voit bien le chaînage qui peut donc exister. Le discours de haine, lorsqu'il atteint le seuil de l'incitation tel que défini par le pacte international que je viens de citer et la Convention, doit donc être réprimé conformément à la loi. Alors, en droit pénal français, les deux premières étapes de la pyramide ne sont pas réprimées, ou faiblement en tout cas pour le deuxième niveau. En effet, l'attitude basée sur les préjugés, de même que l'acte basé sur les préjugés, ne constitue pas toujours de façon autonome une infraction à la loi pénale. Le discours de haine doit en effet atteindre une certaine intensité pour être réprimé. C'est à partir du palier relatif à la discrimination qu'une infraction pénale pourrait être retenue en tant qu'infraction autonome ou circonstance aggravante d'une infraction de droit commun. Au stade de la discrimination, il est évidemment primordial de réprimer ces discours de haine. En effet, comme je le disais précédemment, faire perdurer l'impunité permet de laisser s'installer un climat de haine à l'égard d'un groupe d'individus, quel qu'il soit. A l'inverse, la répression de ce discours peut permettre de prévenir la commission de crimes plus graves en brisant l'incitation à la haine et notamment la prédisposition psychologique à la commission d'un crime ou d'un délit qui aurait pu être instaurée par ces discours. Je vais prendre maintenant quelques exemples. Au Rwanda,
le processus de déshumanisation mis en œuvre via des moyens de communication grand public ont permis véritablement de déshumaniser les Tutsis, et ainsi prédisposer d'autres individus à commettre les massacres que vous connaissez. Le tribunal pénal international pour le Rwanda a estimé que la radio-télévision des Mille Collines a contribué à galvaniser la population, à attiser en son sein une frénésie de haine et de violence à l'encontre des Tutsis. Cette radio diffusait à l'antenne des messages résolument hostiles aux accords d'Arusha qui visaient à faire cohabiter à terme les deux ethnies et aux Tutsis. La radio était même allée jusqu'à diffuser à l'antenne le nom de certains opposants au régime et de divers individus qui, selon les animateurs de cette radio, méritaient la mort. Je cite. Les Tutsis étaient également affublés du nom de Cancrela. Comme la radio des Mille Collines, un magazine Kangura, toujours au Rwanda, diffusait une propagation haineuse selon laquelle tous les Tutsis méritaient d'être exterminés. 3 ans plus tôt, avant le début du génocide, en décembre 90, ce même journal avait publié les 10 commandements du Hutu, un texte emblématique, empreint de mépris et de haine envers les Tutsis, qui appelait ouvertement les Hutus à les maltraiter et à les discriminer. Le commandement numéro 1 visait notamment à empêcher les unions entre Hutus et femmes Tutsis, sous peine d'être considérés comme un traître. L'exploitation des archives gouvernementales du Rwanda a permis aussi de témoigner que la visée des autorités à l'époque était, à travers la diffusion de ce type de publication, de discours, de faire émerger une forme de conscience collective entre les Hutus et la définition d'un ennemi commun, et on rejoint ce que vient d'évoquer M. Lebrun, constitué du groupe des Tutsis. Et tout cela pour que la population adhère évidemment au génocide qui était planifié. Je voudrais aborder maintenant, pour conclure, et je pense que je suis largement dans les délais, ça permettra juste d'évoquer peut-être la situation un peu plus actuelle relative au discours de haine qui, eux, sont proférés en Russie et à l'encontre des Ukrainiens. Cette question, elle a été traitée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec des parties qui ne devaient pas forcément être toujours d'accord entre elles, qui était consacrée à l'examen de la situation en Ukraine sous l'angle de l'incitation à la violence conduisant à des atrocités. Et au cours de cette réunion, le chercheur Yared Cohen a indiqué que le recours à la désinformation et à la propagande incessante par la Russie auprès de ses citoyens, selon laquelle les Ukrainiens sont des nazis, sert à déshumaniser les Ukrainiens aux yeux des soldats russes, ce qui aurait conduit à la commission de nombreux crimes de guerre dont vous avez évidemment entendu parler au début du conflit et depuis le début de ce conflit. Certains membres également du comité pour l'élimination de la discrimination raciale, qui est l'organe des Nations Unies, se disent eux particulièrement inquiets par la persistance des discours de haine en Russie et de la situation de certaines minorités telles que les Tatars de Crimée, les Roms ou les Chors. Et certaines informations font état de pratiques discriminatoires d'envergure dans le cadre du conflit armé en Ukraine, et notamment la violation des règles du droit international humanitaire, qui ciblerait spécifiquement les membres de ces groupes qui sont évidemment protégés par la Convention et les conventions de Genève. Voilà l'exposé que je souhaitais vous faire sur ce sujet, et évidemment je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions et éventuellement à compléter le propos des autres intervenants. Merci de votre attention. La transition à nouveau est encore toute trouvée, puisque le général à l'instant parlait de propagande, de la manière dont ce discours se diffuse, et c'est exactement ce dont vous allez nous parler, parce que le canal privilégié de diffusion de ce discours, maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui accroissent notamment la vitesse de diffusion. Je vous laisse la parole également. Tout
D'abord, merci beaucoup pour cette invitation et pour les précédentes interventions. La mienne sera effectivement assez différente du reste, mais je pense complétera et viendra nourrir la discussion qu'on a pu avoir jusque-là. J'aime bien qu'on commence sur le terme de propagande, même si je ne me centrerai pas sur le mécanisme de propagande, mais j'avais pu commencer mon intervention par le mécanisme en fait, de propagation. Je trouve que c'est un mécanisme qui est extrêmement intéressant et il y a un livre qui est sorti récemment d'un sociologue de Sciences Po Paris qui s'appelle Dominique Boulier, qui s'appelle Histoire des propagations, et qui en fait compare les mécanismes de transmission, que ce soit du virus, que ce soit d'une information, que ce soit de toutes ces différentes choses, et montre en fait comment le mécanisme des propagations est l'un des mécanismes les plus influents dans la circulation des discours en ligne, et notamment des discours de haine. Je ne vais pas rentrer dans le détail de sa thèse, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il montre dans quelle mesure la propagation ne fonctionne que si le message, comme le cas du virus qui circule, est capable de mutation, finalement. Il montre que la propagation n'est jamais linéaire et que les plus grands phénomènes de propagation, notamment des discours de haine, se font avec à chaque étape un principe de réappropriation et de retransformation du discours pour s'adapter aux populations qui visent. Et c'est finalement ça qui fait l'effet incendie, c'est finalement la capacité à chaque population d'avoir son propre foyer. Et lorsqu'on étudie ce mécanisme de propagation finalement du discours, et de voir qu'il n'est absolument pas linéaire, mais qu'il a besoin de se réactualiser pour vraiment pouvoir continuer à survivre, je trouve ça intéressant d'étudier dans quelle mesure il correspond parfaitement à la situation qu'on a connue avec le drame lié à Samuel Paty, où finalement tout est parti, j'imagine que vous connaissez tous l'affaire d'un mensonge qui a été énoncé d'une manière en fait simplement orale de cette fille à ses parents pour justifier quelque chose qui n'avait absolument rien à voir en plus avec le cours de Samuel Paty, qui a été repris ensuite par les parents, diffusé dans un premier réseau, réinterprété par un autre, rediffusé, réinterprété. Et en fait, lorsqu'on démonte et déconstruit le mécanisme du discours de haine jusqu'effectivement au crime, on se rend compte que ce qui a permis cet incendie, c'est finalement cette viralité, c'est finalement la capacité de différents écosystèmes à se réapproprier cette histoire et à le retransformer. Et c'est vraiment en fait, le principe qu'on appelle, je ne sais pas si c'est très bien de dire ça, mais le mécanisme en fait, du téléphone arabe qui ne fonctionne que lorsqu'il y a une réinterprétation par différents individus. Et donc finalement, cet exercice avec Samuel Paty est presque l'incarnation la plus dramatique, mais également la plus exacte de cette propagation et de cet impact des discours de haine, qui illustre l'engrenage insidieux, ou plutôt la mécanique infernale qu'il peut y avoir entre du discours finalement et de l'action, et comment ça ne se fait jamais de façon linéaire. Et en fait, ce que cela montre, parce qu'il y a eu dans les étapes de l'affaire Samuel Paty un moment où il y a eu une confrontation avec la justice, avant même finalement l'acte. Cette confrontation avec la justice s'est faite à travers finalement la confrontation de Samuel Paty à la plainte des parents de la petite fille, auquel il a répondu en apportant des précisions sur ce qui s'était passé, qu'effectivement elle était absente, donc en fait il a rétabli la vérité, mais comment la précision sur le procès-verbal dans le secret d'un commissariat n'est absolument pas capable de lutter avec la puissance accablante et univoque des réseaux sociaux. Et je pense que c'est vraiment là ce qui fait qu'on est dans quelque chose qui n'est pas juste le reflet de la réalité, mais un véritable miroir déformant, c'est que finalement on a affaire à des mécanismes de propagation qui sont complètement différents. Le mécanisme de propagation d'une vérité qui sort d'un commissariat n'est en aucun cas le même que celui des réseaux sociaux, et on y reviendra. Et donc en fait, ce que je trouve le plus intéressant dans cette étude des mécanismes de haine, c'est l'énorme différence entre l'environnement digital d'expression qu'on voit aujourd'hui et l'environnement non digital qui le précède. Et c'est là où je reviens sur ce que vous disiez, Didier. Effectivement, la haine n'est absolument pas une invention de notre époque, et je suis comme vous. Alors, je ne saurais pas dire si elle est plus ou si elle est moins, mais en tout cas, je ne pense pas qu'elle soit très différente, du moins en termes de sentiments humains. C'est finalement les mécanismes de diffusion qu'apportent les réseaux sociaux qui sont différents. Et c'est en ça qu'il faut traiter ces mécanismes-là comme des mécanismes, et non pas comme l'émergence d'une nouvelle réalité sociale qui serait un monde haineux, mais plutôt comme des mécanismes virtuels qui viennent amplifier des phénomènes qui restent à la hauteur de ce qu'ils étaient avant, des phénomènes pas toujours minoritaires, mais souvent minoritaires finalement. Et il faut donc les traiter comme des mécanismes d'amplification et non pas comme des mécanismes de simple diffusion, ou pas comme des mécanismes de miroir. Ce qui est parfois fait, et ce qui serait dommage.
Alors, sur les différents réseaux sociaux qu'on peut étudier, y compris comme un réseau social, un espace virtuel où les gens sont capables d'interagir, donc les plus grands sont assez connus, Facebook, Twitter, Instagram, aujourd'hui on a également TikTok, YouTube. YouTube est considéré comme un réseau social puisqu'il y a de la création de contenu par des individus et des interactions sous ces contenus, mais également Wikipédia. Peut-être d'une manière un peu moins traditionnelle, mais Wikipédia est aujourd'hui considéré comme un réseau social puisque c'est finalement du contenu poussé par des individus qui entraîne des débats et la façon dont Wikipédia a évolué lors du conflit en Ukraine est extrêmement intéressante à étudier. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les posts sur Twitter, en fait, c'est un jour normal, c'est 500 millions de posts. Sur YouTube, un jour normal, c'est 300 heures de vidéos par minute qui sont uploadées. Donc ça vous donne en fait une compréhension de l'abîme qu'il y a entre une capacité d'expression normale et ce que les réseaux sociaux permettent. Si aujourd'hui on veut rentrer dans un mécanisme de haine ou de désinformation, puisqu'ils sont souvent traités ensemble, on peut être très classique avec un post sur Twitter qui va toucher immédiatement une communauté beaucoup plus grande que si quelqu'un venait écrire une insulte là au bout de la porte. On peut être un peu plus évolué en faisant une vidéo sur YouTube, ce qui demande un petit peu plus d'efforts de préparation, mais reste pas accessible. Et si vraiment on veut rentrer dans la sophistication, on a la création de bots qui est tout à fait possible et qui permettent le partage automatique à des milliers de personnes. Et c'est effectivement ce qu'on a vu lors de la campagne de Donald Trump et qui a été l'un des éléments les plus importants finalement dans l'impact de ces réseaux sociaux, c'est la création de bots qui envoyaient des messages ciblés et individualisés à des milliers de personnes. Et donc là, à ce moment-là, on n'est plus finalement dans un message qui circule, on est dans tout simplement une incapacité humaine à gérer cette surproduction du contenu. Pour rentrer un peu plus sur la spécificité du réseau social, moi une chose à laquelle je m'attache, dont je vais parler maintenant et dont je reparlerai à la fin, c'est la question du business model. Moi je trouve qu'il est trop souvent peu évoqué lorsqu'on parle aujourd'hui du fait de lutter contre la haine en ligne, c'est que finalement, et moi j'ai travaillé sur les sujets de modération de contenu et je les ai quittés parce que j'avais l'impression en fait, un peu comme le recyclage, c'est hyper important de faire du recyclage, mais si à un moment on ne va pas à la source du problème, on est un peu comme Sisyphe, quoi. Et moi j'ai un peu l'impression que la modération de contenu c'est un peu comme Sisyphe. On passe notre temps à essayer d'endiguer des vagues, des phénomènes et des vidéos, et finalement on se dit jamais mais pourquoi est-ce qu'on a justement cette capacité-là dans ces réseaux sociaux-là. Et je ne dis pas que le business model soit le seul problème, mais il est un élément pour moi fondateur. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les réseaux sociaux et quel est leur business model. Pourquoi est-ce que ces réseaux sociaux sont gratuits tout en faisant énormément de profit? On pourrait se dire ça ne fait absolument aucun sens, nous on ne paye rien et eux ils font partie des entreprises les plus cotées sur la planète. C'est un business model qui est extrêmement simple, qui repose sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention et l'économie de l'engagement. L'économie de l'attention est vieille comme le monde, c'est ce qui fonctionne aussi avec la télé, c'est ce qui fonctionne avec les journaux. Elle a atteint un nouveau niveau sur les réseaux sociaux qui sont 100% gratuits. Comment est-ce que ça fonctionne? Plus quelqu'un passe du temps sur un réseau social, quel qu'il soit, plus la plateforme va être en capacité de recueillir des données sur cette personne. Il y a des données qui sont privées, qui sont liées à l'inscription originelle sur le réseau, donc tout ce qui est adresse email, localisation, etc. Mais plus la personne va passer du temps, plus elle va être capable de récupérer des micro-données. Ça va être les emojis qui peuvent poster sur tel ou tel post, ça va être la régularité de connexion, ça va être savoir est-ce que cette personne est plutôt du matin, plutôt du soir, où est-ce qu'elle se situe, quels sont les endroits finalement où elle se déplace dans le monde. Et finalement, cette énorme quantité de données va permettre de créer un persona extrêmement fiable de la personne. Et je ne saurais pas vous donner les exacts chiffres, mais plusieurs études montrent que lorsqu'on fait passer des tests de personnalité à des algorithmes qui connaissent finalement la personne, généralement, les algorithmes connaissent mieux la personne que leur propre colocataire. Et donc, que font-ils de ces données qu'ils récupèrent? En fait, ils les transforment en espaces publicitaires. Et donc finalement, ces réseaux sociaux n'ont de sociaux que le nom, puisqu'ils sont finalement des agences publicitaires, bien plus que des réseaux sociaux. Et donc finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent à des annonceurs, ça peut être tout type d'annonceurs, mais ça peut être des marques, ça peut être des événements, ça peut être whatever. Ils vendent à des annonceurs l'assurance qu'à un moment T, vous verrez leur publicité pendant tant de temps. Et c'est tout. Ils ne vendent même pas forcément. Alors, il y a des ventes de données, effectivement, des ventes de packages de données, mais c'est même pas la chose la plus importante, c'est vraiment, ils vendent la certitude que vous allez avoir votre attention focus pendant un certain temps sur cette publicité. Et lorsqu'on va dans des business models encore même plus développés, ils vendent le fait que vous allez acheter. Donc ils vous connaissent si bien qu'ils sont capables de prévoir ce que vous allez regarder, à quel moment, pendant combien de temps, et si ça va potentiellement lier à un achat. Et finalement, plus vous passez du temps sur cette application, plus vous donnez de la donnée, plus ils sont capables d'avoir
avec une accuracy, d'avoir quelque chose de très précis en fait sur ce que vous allez faire. Et donc finalement, plus vous passez du temps sur ces plateformes, plus ils récoltent de l'information, plus ils sont capables de vendre un espace publicitaire précis et de qualité, plus ils sont de l'argent. Et donc du coup, qu'est-ce qui compte pour ces entreprises qui, je précise, sont obligées de faire de l'argent? Aujourd'hui, lorsqu'on est coté en bourse aux États-Unis, il y a une obligation légale de surprofit. Donc on n'est même pas dans quelque chose où il serait dans une volonté, c'est même pas, je ne connais pas Mark Zuckerberg, mais je vais dire qu'il a très envie de faire de l'argent, c'est quelque chose que le modèle économique actuel lui impose. Il a des investisseurs, il doit faire du surprofit. Le seul moyen de continuer à faire du profit, c'est de vous garder de plus en plus longtemps. Et donc finalement, les algorithmes de recommandation, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, les algorithmes de recommandation n'ont qu'un seul message, ce n'est pas faites de la haine, ce n'est pas faites surprise, c'est pas leur sujet, c'est gardez-les sur la plateforme. Sauf que, et ça je me retourne vers Lily, qu'est-ce qui garde généralement quelqu'un sur une plateforme, qu'est-ce qui accroche l'intention de quelqu'un, peut-être pas toujours à 100%, mais assez régulièrement, c'est le sensationnel, c'est le grotesque et c'est l'outrageux. Et c'est ça qui favorise l'engagement. Et donc en fait, il n'y a pas de grand schéma malin des réseaux sociaux pour détruire la planète ou finalement perturber nos démocraties. Non, c'est juste une entreprise qui est là pour faire du business, qui est une agence de publicité et qui a pour seul moyen de maintenir son modèle économique votre engagement. Et votre engagement se fait auprès d'algorithmes. Et donc en fait, lorsqu'on arrive dans des situations où les États disent vous devez lutter contre la haine en ligne et vous devez enlever tous les discours de haine, et bien finalement on se retrouve dans un mécanisme qui, moi un jour je pense, explosera, de complètement non-sens, où on leur dit d'un côté, en fait, littéralement, take your business model down. Et donc en fait, on est dans cette espèce d'équilibre un peu bizarre où les plateformes d'un côté ne veulent pas avoir des espaces trop dangereux puisque les gens s'en retirent aussi, et donc ça ils ont un véritable incentive de leur côté des espaces harmonieux, et en même temps ils ne peuvent pas enlever leur modèle d'algo qui apprend en permanence à se dire bah, c'est ça qui va garder la personne dessus. Donc juste vraiment, j'ai passé un petit peu de temps sur ce business model parce que je trouve que c'est vraiment essentiel pour comprendre pourquoi ces mécanismes de haine trouvent vraiment un terrain fertile dans les réseaux sociaux. Et c'est après tout une question de design. Et il est intéressant de voir comment des réseaux sociaux, par exemple je vais comparer Facebook ou Twitter et Reddit, je ne sais pas si vous connaissez Reddit, mais voilà, c'est un réseau social qui a mal de débat. En fait, c'est tout simplement un choix algorithmique. Twitter favorise par exemple les posts où il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de retweets et beaucoup de désaccords, alors que Reddit va favoriser, en fait sur Reddit il y a un principe de I like, I don't like. Reddit va favoriser autant un post qui a 800 likes qu'un post qui a 400 likes, 400 dislikes ou 800 dislikes. En fait, il va vraiment comptabiliser l'engagement que ça produit, sans chercher à mettre en avant le débat. Twitter, c'est un peu l'inverse. Ils vont vraiment préférer quelque chose qui entraîne du débat, qui entraîne des discussions, et donc finalement, ça pousse des types de contenus différents. Et donc ça se traduit dans les études où par exemple il y a eu un mensonge qui a circulé pendant le Covid sur Bill Gates, le fait que Bill Gates finançait un vaccin pour pouvoir mettre des micropuces voilà, je me souviens plus exactement du détail, mais en fait ce post Facebook qui annonçait pour la première fois ça a été partagé plus de 40 000 fois en une journée. Et on s'est retrouvé avec des études complètement dingues où 28% des démocrates croyaient dans ce mensonge et 44% des républicains y croyaient aussi. On est quand même sur un truc, c'est un peu fou quoi quand même, je sais pas, mais ça me paraît un peu dingue. Et c'est pour ça que finalement la promesse initiale des réseaux sociaux de connecter l'humanité, qui s'est peut-être fait avec un manque de design ou un manque de compréhension de ce que ces mécanismes peuvent entraîner, a fait dire à Mark Zuckerberg récemment, quand vous connectez 2 milliards de personnes, vous voyez toute la beauté et la laideur de l'humanité. Et finalement c'est un peu ça, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas là pour déclencher particulièrement des mécanismes chez l'humain, d'en créer, mais plutôt pour venir, parce que c'est leur business et leur modèle économique, accentuer des traits qui sont déjà présents dans l'humanité. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça le miroir déformant, qui est la surabondance. Et ce n'est pas un miroir de la réalité, c'est un miroir déformant. C'est pour ça qu'il faut venir avec une modération de contenu, essayer de reformer ce miroir. Mais même ça, c'est compliqué. Aussi pour comparer avec l'espace de l'information avant et celui d'après, et c'est pour ça que je vais mêler un tout petit peu de la haine en ligne, mais on reste quand même sur le sujet de l'information, des informations qui entraînent beaucoup de haine. Avant, on avait tendance à pull l'information. On allait chercher un journal spécifique, une source d'information spécifique, on était dans une démarche active. Aujourd'hui, la formation, de la manière dont elle nous arrive, elle est push. Elle est push vers nous, et en fait, on a une position de récupération et assez passive. Et donc du coup c'est vraiment ce côté push qui est transmis par l'algorithme qui fait qu'on a toujours besoin de push quelque chose que nous on va être en capacité de récupérer.
Et en fait, aujourd'hui, ce phénomène, donc de surproduction, on rappelle 500 millions de tweets en une journée, 300 heures de vidéos sur YouTube en une minute, ne permet pas... En fait, il y a une théorie de liberté d'expression, sont vieilles quand même, elles ne sont pas avec les réseaux sociaux, mais certains, et notamment John Stuart Mill, que moi je trouve excellent sur ces sujets-là, dit qu'en fait, pour lui, il faut lutter contre le bad speech avec du good speech. Et ça pourrait être une façon de faire, effectivement, à partir du moment où le design algorithmique n'est pas là pour amplifier le sensationnel. Et il y a une chercheuse à Sciences Po qui a travaillé sur les mécanismes effectivement de circulation de la haine et de l'information et qui montre que, alors je ne vais pas reprendre le débat, c'est vraiment elle qui le dit, mais que lorsqu'elle se pose la question d'Internet est-il de droite, les mécanismes qui sont utilisés par l'extrême droite qui entraînent le sensationnel outrageux et donc de l'engagement sont vraiment ceux qui circulent le plus vite. Et donc finalement, la nuance ne circule pas vite, la radicalité circule vite, et ça c'est quelque chose contre lequel il est extrêmement difficile de lutter. Et donc du coup, on ne peut pas lutter au bad speech avec du good speech. Et finalement, pour ça, je vais citer un classique qui est Churchill, qui nous dit « A lie can travel halfway around the world when the truth can get its boots on ». Et ça, c'est quelque chose... Traduction, s'il vous plaît. Oui, pardon. En fait, un mensonge peut voyager faire la moitié du tour du monde pendant que la vérité est en train de mettre ses chaussures, en gros. Je vais vous inviter à conclure afin que les échanges avec la salle puissent avoir lieu. Et donc, pour essayer de conclure en rapide, effectivement, on arrive sur un trilemme pour faire face à la liberté d'expression, qui est 1, la liberté d'expression qu'il faut absolument protéger, 2, le cadre démocratique qui est parfois incompatible avec en fait, cette surproduction de contenu, et 3, la question de la dignité individuelle. Et en fait, là où tout ça pourrait tourner vers le fait qu'il faut absolument, et c'est là où je vais introduire un point de controverse rapidement pour introduire le fait que on est là pour utiliser la modération de contenu pour enlever, finalement effacer toute cette haine en ligne. Moi je dis c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple parce que finalement, des études montrent que tout ce qui est bulle de filtre et chambre d'écho a un impact assez faible sur la société au sens réel. Et que finalement les individus qui reçoivent des informations par les aspects push sont exposés à plus de diversité d'opinions online que offline. Parce que finalement offline les gens poolent une information unique. Et en fait, on se rend compte que lorsqu'on utilise ce phénomène de modération de contenu, qui est évidemment important pour lutter contre ce miroir déformant, on se retrouve aussi avec des situations où finalement on en fait quelque chose de cosmétique. Ce n'est pas parce qu'on enlève un contenu haineux online qu'on va le retirer du offline. Et on se retrouve avec des espaces qui deviennent presque des miroirs déformants dans l'autre sens, où finalement la haine est supprimée avant même de pouvoir être débattue, et où finalement des gens se retrouvent avec des espaces qui ne voient plus le reflet de la réalité. Et je tiens pour ça un exemple de nouveau aux États-Unis, où l'extrême droite américaine peut être extrêmement violente en ligne, et publie vraiment les plus grosses horreurs qu'on peut voir. Évidemment, Facebook et d'autres plateformes ont ce réflexe de, évidemment, toujours take down, enlever ce contenu et de manière très rapide. Sauf qu'en fait, ça a eu un effet qui est assez intéressant, c'est que c'était enlevé tellement souvent que les gens n'ont pas été confrontés à cette haine-là, et l'extrême droite aux États-Unis a été jugée plus soft et finalement pas si mal, puisque les gens n'étaient pas exposés à ce que ces personnes-là publiaient réellement. Et donc on s'est retrouvé dans un principe en fait, où la modération de contenu éliminait cet aspect-là qui était pourtant réel et entraînait auprès des gens finalement un meilleur jugement de ce que pouvait être l'extrême droite, et finalement quelque chose d'assez contre-productif. Et finalement, et juste pour terminer maintenant, et donc finalement on rentre vraiment dans cette idée d'aspect cosmétique de la lutte contre les contenus. Et donc moi, et c'est sur ça que je terminerai, si j'avais vraiment 2 recommandations à faire, c'est que effectivement il faut de la modération, mais comme de la distribution de la parole et finalement une liberté d'expression plus équitable. On est là pour faire des designs de réseaux sociaux qui entraînent le respect de la parole et de la quantité de parole pour chacun, plutôt que l'effacement d'un ou d'autres types de contenus. Donc c'est une question de design. Le deuxième point, c'est une question d'éducation, d'esprit critique et de rapport à la nuance, qui là n'est pas donc dans la cosmétique. Et le troisième, c'est la question du modèle économique. Si finalement on prend le malheur à la racine, c'est un changement de design qui entraîne un changement de modèle économique qui pour moi est absolument nécessaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très riche. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. Je me permets juste de redonner quelques minutes très courtes la parole au général Régent qui voulait réagir à ce qui vient d'être dit par Léna. Oui, absolument. Alors, pour peut-être lancer un petit peu le débat, jouer la mouche du coche, oui, bien sûr, 500 millions de tweets par jour et 300 heures de vidéos par minute, mais
tous ne sont pas évidemment porteurs de haine, Dieu merci. Donc ça, c'est une nuance qui me paraissait importante de faire, parce que les réseaux sociaux jouent quand même aussi un rôle, en dépit de ce qui vient d'être dit, qui peut être un rôle utile et favorable aux échanges. Qu'est-ce qui est fait en France pour essayer de modérer et de contrer aussi la parole? Bad speech, good speech, c'est vrai que c'est assez défavorable au good speech. Pour autant, sur le plan administratif, il y a une unité de contre-discours que vous devez connaître parfaitement, et sans doute mieux que moi encore, qui a été instituée au ministère de l'Intérieur auprès du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui a donc pour vocation de contrebalancer un certain nombre de discours de haine par d'autres types de discours. Ça fait suite notamment à l'affaire Samuel Paty qui a été largement évoquée et qui a rendu nécessaire et extrêmement utile ce type d'intervention étatique, et pas seulement étatique d'ailleurs, des associations sur les réseaux pour contrebalancer ce qui pouvait être. Ça, c'est sur le volet administratif. Sur le volet judiciaire, ce qui est extrêmement important, et nous on a beaucoup travaillé avec le pôle national de lutte contre la haine en ligne sur ce sujet, qui a été présenté par Mme Richard au cours de la précédente table ronde, qui a vocation donc à centraliser à Paris le jugement d'affaires lié à la haine en ligne. Et pourquoi c'était extrêmement intéressant de pouvoir aller jusqu'à des audiences, à des jugements à Paris, c'est que on a aussi à ce moment-là, je pense à l'affaire Mina qui était un des premiers dossiers qui a été traité par le PNLH et l'Office central. Ce dossier-là a permis d'avoir aussi un peu de publicité sur la réponse qui était apportée par l'État et par la justice à ce cyberharcèlement dont cette jeune fille avait été victime. Et c'est le cas pour d'autres dossiers qui ont ensuite à être jugés à Paris. Donc voilà deux exemples aussi de balance avec ce qui peut être extrêmement négatif. Et puis je terminerai par dire aussi que nos relations avec les administrateurs des plateformes qui ont été évoquées par Mme Manche, c'est largement amélioré. Je noterai, pour aller dans votre sens cette fois, un peu plus encore, qu'il y a du transfert de certaines plateformes. Alors Twitter, pour la France en tout cas, c'est rarement discipliné. C'est le cas de Facebook. C'est moins vrai pour Reddit, c'est moins vrai pour Gab, c'est moins vrai pour Telegram, évidemment, où là, on voit des gens se regrouper et constituer de ces réseaux de véritables chaînes de crimes, enfin, de haine en ligne, qui sont exclusivement, quasiment dédiées à la propagande et à la diffusion de discours de haine, mais qui là, du coup, le danger, c'est qu'il y a de l'auto-alimentation en permanence chez les participants ou les usagers de ces réseaux-là, qui sont un peu plus confidentiels pour la grande majorité des utilisateurs. On passe aux questions, s'il y en a. Peut-être juste pour réagir une seconde, complètement aligné sur le fait que les réseaux sociaux apportent beaucoup de bien. Vraiment, j'ai pas assez mentionné parce que du coup on était sur la déconstruction de la haine en ligne, mais complètement aligné là-dessus, effectivement, la multiplicité d'études. En fait, la haine en ligne représente une vraie minorité de ce qui est publié, et c'est ça qui est dramatique, c'est que c'est mineur et pourtant ça circule plus vite. Et c'est là tout le sujet. Alors, Gilles, concernant le modèle économique qui favorise la propagation, est-ce que TikTok n'est pas aussi boosté par un modèle idéologique qui pourrait déstabiliser l'Occident? Merci. Alors ça, c'est... ça, il y a effectivement une commission d'enquête qui a été ouverte, je crois, au Sénat ou à l'Assemblée nationale sur ces sujets-là. Alors, concernant le modèle économique, TikTok exploite à fond ça, puisqu'ils ont vraiment réduit le temps d'attention à quelque chose d'extrêmement rapide et ont été excellents, on va dire, sur ce côté-là. Sur la partie, du coup, j'imagine que vous faites référence à ce qui se passe en Chine et le fait que les personnes en Chine auraient accès à un autre type de fil alors qu'ils pousseraient, c'est quelque chose, très honnêtement, qui est encore extrêmement débattu. La nouvelle comme quoi, d'un côté, eux, sur leur fil TikTok, ils avaient des choses qui leur apprenaient à devenir des personnes meilleures et l'éducation, contrairement où chez nous, c'était des danses et de l'abrutissement. C'est pas quelque chose sur lequel on peut trancher. Les fils sont très différents, effectivement. Les algorithmes sont très différents. Maintenant, ça correspond aussi à des pratiques de consommation des réseaux sociaux qui sont différentes, en fait, par elles-mêmes et qui ne correspondent pas juste à quelque chose de maléfique
venant d'entreprises TikTok, mais plutôt aussi à la façon dont la Chine globale, en tant que société, traite son rapport au réseau. Donc voilà, sur ça, je ne veux pas dire ni oui ni non, mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas qu'une entreprise maléfique et ça tient beaucoup de l'espace sociétal dans lequel il s'inscrit. Et c'est notre espace sociétal en fait qui est en crise. Ce n'est pas tant la Chine qui vient faire quelque chose comme ça, c'est comment est-ce que nous on éduque et on consomme qui est vraiment problématique. Oui, donc Emmanuel, j'aurais deux questions en fait, à poser par rapport à l'intervention, plus du côté soins mental. La première, c'est de savoir si il y a suffisamment de démarches de sensibilisation dans les écoles, les universités, les entreprises sur le phénomène de radicalité, comment il se constitue, quelle est sa nature, la nature de la radicalité, quels sont les points sur lesquels on peut être travailler pour être vigilant, savoir discerner ce qui peut pousser à des actes violents. Et la deuxième question, c'est de savoir aussi si dans les spiritualités ou les idéologies en tant que telles dans la société, il y a suffisamment de personnes qui travaillent autour de la question de qu'est-ce qui, dans ma propre spiritualité, ma propre croyance, peut être facteur de déviance idéologique et de violence. Voilà. Sur la première partie, Didier Leroux, vous souhaitez Oui, pour la première partie, oui. La seconde partie, je suis pas compétent, mais la première partie, c'est extrêmement compliqué d'arriver à... alors d'abord, c'est ceux qui sont dans des processus de radicalité, même si c'est qu'un début, ne viennent pas consulter. Hein, parce qu'ils sont, je dirais, ils ne se posent plus de questions, plus ils sont radicalisés, moins ils se posent de questions. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus de... Le doute n'existe plus, la nuance n'existe plus, comme on en a parlé à plusieurs reprises. Ils sont sûrs qu'ils ont la vérité, que c'est comme ça que l'humanité va être sauvée, qu'ils vont sauver le monde contre la chrétienté, contre plein de choses comme ça. Et voilà. Et alors, sinon, pour répondre à votre question, dans les universités, il y a déjà une carence de lieux de soins physiques, de soins psychiques pour les adolescents. Alors, il ne faut pas compter sur ces pauvres centres indigents pour essayer de faire un travail là-dessus. C'est pour ça que c'est très compliqué. Hein, et que même les services de police, par exemple, ont beaucoup de mal à arriver à discerner ce qui est un pré-radicalisme, ce qui est un radicalisme. Justement, par rapport aux réseaux sociaux, il y a des choses qui sont faites, il y a des surveillances, on va dire, qui peuvent marcher. On a parlé de la plateforme Pharos, par exemple. Ça peut aider, ça peut contribuer à ça, mais il y a peut-être d'autres organismes qui peuvent contribuer à ça. Mais c'est extrêmement compliqué parce qu'en plus, maintenant, avant, les gamins qui faisaient ça, ben, ils s'habillaient d'une certaine façon, on reconnaissait, ils se portaient la barbe, etc. Il y avait une façon de se faire reconnaître, comme quoi ils étaient dans un processus de... peut-être pas d'être complètement embrigadés, mais on voyait qu'ils avaient un engagement religieux fort sur leur façon. Et puis on leur a dit, ben ouais, si vous faites ça, vous allez être repérés. Donc faites comme si de rien n'était extérieurement, et après vous pensez ce que vous voulez à l'intérieur. Vous voyez, donc ça devient assez subtil, ça. L'autre part de la question, je ne sais pas comment ça. Ça pourrait être évoqué peut-être cet après-midi, notamment avec Alain Benchian. Alors, je voulais juste rajouter un truc par rapport à ce qui se disait tout à l'heure, c'est que Zuckerberg, il faut voir le film pour ça, Social Network, là, il a fait ça parce que c'était un gros frustré, qui ne savait pas comment aborder les filles. Le créateur de Facebook. L'acteur de Facebook, le créateur de Facebook. Bon, non seulement il appliquait l'algorithme à ses copains, c'est ce que dit le film, je ne sais rien, mais en plus c'était pour trouver des filles à l'université, et il avait trouvé ce truc-là, et la première application de Facebook, c'était dans la fac où il était. Et comme ça, on pouvait contacter les filles sans leur parler. C'est formidable. On fera encore 2 questions et puis on va... Ma question, c'est à propos, c'est plutôt personnel. Monsieur Didier, vous avez proposé 2 pistes de solutions pour déconstruire les discours de haine. Et puis de 2, vous avez évoqué la pensée de Freud qui nous dit que tout être humain naît avec quelque chose de haine en lui-même. Et c'est par rapport à l'éducation
de la société ou du milieu dans lequel il est né qui peuvent évoluer positivement dans ce sens-là. Ma question, c'est par rapport à votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous en dites de la volonté dans tout cela? Parce que la foi chrétienne nous parle de la grâce aussi. Est-ce que sur le plan universel, est-ce que vous avez quelque chose à nous apporter pour mieux vivre les situations dans les conflits, les relations, etc. Merci. Vous avez 3 heures devant vous, là, parce que c'est une question énorme. Alors, effectivement, je n'avais pas dit que par rapport à l'histoire, c'est de déconstruire. Alors, c'est intéressant de reprendre en détail l'histoire de Samuel Paty, de montrer que, effectivement, ce que vous montrez très bien, c'est-à-dire il y a une vérité qui avait éclaté, et la vérité, personne n'en a tenu compte, quoi. Ce pauvre garçon, enfin ce pauvre garçon de 50 ans, mais quand même, il a été tué, égorgé, dans des conditions horribles, tout ça parce que la rumeur a continué à se répandre, et la haine a continué à se répandre. Donc c'est ça qui est plutôt inquiétant. Alors, moi je pense qu'il faut apprendre très tôt, là encore aux enfants, aux adolescents, etc., et y compris aux adultes, à déconstruire l'image et à déconstruire les discours. C'est-à-dire à ne pas prendre n'importe quel discours pour argent comptant. Parce que les gens, et là ça rejoint ce que vous disiez, mais c'était en forme de question, c'est-à-dire, je pense qu'il y a aussi le fait que les réseaux sociaux, quand ils voient que quelqu'un est sensible et qu'il commence à lire des discours conspirationnistes, etc., on lui renvoie, on le réaiguille beaucoup plus facilement ces discours-là. Donc finalement, ça veut dire qu'en tenant compte de son algorithme, ce type va ne recevoir, cette fille, va ne recevoir que des discours allant dans le même sens. Donc il ne va pas pouvoir avoir un esprit critique. Ce que moi je souhaiterais dans l'éducation nationale, c'est qu'on apprenne à avoir un esprit critique. Et que les parents aussi disent, attends, on t'a dit ça, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Allez, on va parler de ça un peu. Et là, on dit, ben oui, il y a peut-être un peu de vrai, mais là, quand même, ça mérite d'aller regarder de plus près. Peut-être on peut vérifier ailleurs, peut-être on peut essayer de trouver un autre discours. Vous voyez, c'est ça le truc. En même temps, je me permets juste peut-être de solliciter les Lamotte sur la question, parce que l'esprit critique est aussi mis à mal, notamment par les intelligences artificielles, parce que toutes les informations, tout ce qui va pouvoir être généré par les intelligences artificielles en termes d'images, etc., comment on peut exercer son esprit critique sur des contenus qui sont faux, mais dont on a du mal à identifier comme faux. Ouais, il faut le faire. Bon, c'est moi qui pose des questions alors qu'on est censé conclure. Je finis sur la fin de votre question, où je ne me sens pas très habilité à le faire ou concerné, concernant l'amour, la grâce, la foi. Je pense que c'est une question tout à fait individuelle et personnelle, et que je ne sais pas où on peut trouver de l'aide, sinon dans la communauté, dans les fraternités qui existent. Hein, voilà. Mais je ne suis pas habilité pour ça. Ouais, pour répondre rapidement sur l'esprit critique et l'IA, effectivement l'IA apporte un nouveau challenge à l'esprit critique, mais finalement le challenge à l'esprit critique il existe depuis extrêmement longtemps. Moi, si je devais avoir une note optimiste, en fait, cette histoire d'IA générative qui peut faire extrêmement peur, puisque d'un coup on se retrouve avec cette abondance de contenu qui en plus peut être très semblable à la réalité, mais légèrement différent au faux. Et je pense qu'en fait, au début ça va être catastrophique, et après on va atteindre un tel niveau de saturation que finalement les gens vont être... la vague va être tellement forte que ça va obliger les gens à ne plus croire immédiatement ce qu'ils lisent. Et en fait, on vit une période de transition où les gens avaient l'habitude quand même de recevoir, pas tout le temps, mais globalement des informations à peu près vraies. Les réseaux sociaux sont en train on est dans la zone grise en fait, où ils reçoivent autant d'informations parfois vraies que pas vraies. Je pense que si on arrive à une véritable surabondance de contenu potentiellement faux, aujourd'hui il a suffi qu'on voit cette image du pape en doudoune, etc., pour que les gens d'un coup se disent « Ah mais ça peut exister », au moins ils sont au courant que ça peut exister. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, puisque les gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Et moi je pense que cette surabondance de contenu lié aux IA, si on arrive suffisamment à l'expliquer aux gens, les gens sont pas si bêtes quand même. Il y a un moment, ils vont se dire, au bout de la 5e image, je sais pas, du pape qui fait du surf en bikini sur un iceberg, ils vont se dire, ok, il y a un moment où ça arrive. Et en fait, on va, pas parce que la société aura réussi à entrer cet esprit critique, mais parce que ça sera devenu tellement caricatural et grotesque
que les gens vont se saisir de cet esprit critique. Et je pense que finalement, dans cet horizon extrêmement noir que peut nous offrir l'IA, moi je pense qu'il y a finalement beaucoup plus d'espoir parce que ça va forcer la société à se transformer. Je n'ai pas vu le pape en train de faire du surf, mais par contre, je vais vous dire en 2 mots ce qui m'est arrivé personnellement. C'était il y a longtemps, parce que c'était sous Ceausescu, qui était encore le conducateur, c'est-à-dire le tyran de la Roumanie, et c'était, vous savez, les charniers de Timișoara. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Je regarde la télévision, et on nous montre une femme morte, avec un bébé sur les bras, et dit voilà, ils ont tué et l'enfant et le bébé. Et puis, je vois dans ces images, alors je suis médecin de formation, hein, je vois une cicatrice qui part du sternum et qui va jusqu'au pubis. Et manifestement, on voyait les points de suture apparents, mais on voyait plein de terre, elle avait été enterrée vivante, on nous avait dit tuée dans des conditions atroces, etc. Et moi je dis quel salaud ce Ceausescu, etc. Halte à la tyrannie, très bien. Seulement, quelques jours après, on apprend quoi? On apprend ce que j'avais vu et ce que j'avais pas voulu voir et réaliser. C'est ça qui est très fort dans les images et dans la manipulation des gens, c'est que même moi, j'ai réussi à me faire manipuler. Bien sûr que ça, c'était une intervention chirurgicale qu'elle avait eue. Bien sûr que cette femme avait pu avoir peut-être, je sais pas, une césarienne, mais peut-être encore en plus grand, un truc comme ça. On lui avait collé un bébé mort-né par-dessus, et ça donnait des images de propagande. Et je m'étais fait avoir. Alors que j'avais vu, mais je n'avais pas été assez loin. On va finir sur cet appel à ne pas nous laisser avoir. Alors, je vous remercie tous les 3 pour vos interventions passionnantes.